Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Jérôme Beyver, le fondateur de Knav, spécialisé dans l'abonnement et la location pour les groupes de distribution et les industriels, notamment dans le secteur automobile. Dans notre débat, c'est l'ambition écologique des Jeux d'hiver 2030 que nous questionnerons. Déplacement du public, gestion de l'eau, bilan énergétique des bâtiments, les interrogations sont nombreuses. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, je vous présenterai Ecolux qui accompagne l'hôtellerie de luxe dans sa politique environnementale. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Jérôme Beyver. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Knav ou Nave, ça dépend comment on veut le prononcer. C'est quoi? Présentez-nous votre entreprise. Alors Nave, c'est une réponse à une question qu'on s'est posée il y a déjà 5 ans avec mon associé cofondateur de Nave, Édouard Vaujour. La question étant pourquoi les grands groupes de distribution de biens d'équipement de la personne, qu'on n'utilise que trop peu souvent ou de manière occasionnelle, essayent mais n'arrivent pas à mettre en place des solutions de location, de paiement à l'usage, de location quelle qu'en soit la durée, sans engagement, auprès de leurs consommateurs. Alors que ceci, depuis toutes les études que l'on peut lire depuis 10 ans, montrent qu'une majorité aujourd'hui de consommateurs souhaiteraient pouvoir justement rentrer dans un magasin, dans un point de vente, prendre un bien dont ils ont besoin pour quelques heures, quelques jours, payer pour ça. Et le ramener quand ils n'en ont plus besoin. Effectivement, vous allez expliquer le modèle, mais il y a cette étude d'octobre 2023, c'est relativement récent, de l'Observatoire des consommations émergentes qui nous dit ça. 77% des Français déclarent privilégier l'usage d'un produit, l'usage à sa possession, mais ils sont seulement, regardez bien, 18% à admettre avoir déjà eu recours à la location. Bon, ça a peut-être un peu progressé en 2 ans ou en 1 an et demi, mais j'en doute, même pas. Donc alors, Nave propose quoi pour finalement donner du souffle à ce modèle économique, à cette volonté? On a analysé le marché, on a vu qu'en fait, tous les grands groupes de distribution, ce serait bien d'équipement, essayaient. Faisaient des pilotes, mais n'arrivaient jamais à passer à l'échelle, à proposer un modèle économique industriel au sein de leur point de vente. On a donc analysé les freins de mise en place, et on s'est rendu compte qu'il y en avait 3 principaux. Le premier, c'est le bilan, la finance. Ce sont des gens qui sont tournés vers l'achat-vente, ils achètent, ils revendent, ils ont des bilans financiers tournés là-dessus, et donc ils ne savent pas immobiliser sur leur compte tous les biens qui seraient mis en location dans la distribution. Le deuxième élément majeur, c'est la technique, la technologie, puisque de la même manière, leurs systèmes informatiques sont colossaux, mais tournés vers l'achat-vente, dans la gestion de stock, d'inventaire. Et développer des systèmes autour de la location, redévelopper les systèmes informatiques, c'est très coûteux, c'est très long. Et ce sont des écueils souvent importants pour ces grands groupes de distribution. Et puis le troisième, c'est que la location, c'est un métier, c'est pas le leur. Et organiser des plans de transformation des équipes, que ce soit au service après-vente ou dans les magasins pour qu'ils fassent de la location au lieu de la vente, c'est très complexe et là encore ils rencontrent des écueils. Donc ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Alors que vous proposez une solution qui répond à ces 3 freins. Et donc Nave, c'est la solution qui va tacler ces 3 problèmes majeurs portés chez les distributeurs. Et on va réaliser pour eux, en marque blanche, leur programme de location ou d'abonnement qu'ils souhaitent, à leur image. Et on va leur fournir les bilans financiers, en achetant nous-mêmes les produits qui seront laissés en exploitation dans les points de vente. On va leur fournir la technologie, toute l'informatique nécessaire, sans interaction avec leur propre système, pour pouvoir réaliser et que les consommateurs puissent consommer sur les sites internet des distributeurs concernés. Et puis on va leur fournir tous les process, et on va opérer pour eux 98% des process. Il va leur rester ce qui est leur métier, proposer les accessoires, les compléments d'accessoires ou d'équipements qu'il faut pour pouvoir utiliser le bien. Et puis, ils vont recevoir les clients et leur donner du conseil et les recevoir au départ et au retour du produit. Alors, je voudrais qu'on se concentre un peu sur la partie techno. Il y a un rôle de l'intelligence artificielle dans les services que vous proposez à vos clients? L'intelligence artificielle est embarquée de manière naturelle. On n'a rien inventé. Les process de location, de réservation, vous en utilisez certainement pour réserver une voiture ou réserver un appartement.
On y rajoute, nous, de la prédictivité et dans le cadre du reporting, parce que l'important, c'est de pouvoir dimensionner les flottes d'équipements qui sont mises à disposition. Et on a plus besoin de nettoyeurs haute pression ou de taille-haie au moment du printemps, mais par contre, je ne sais pas moi, d'autres équipements pendant l'hiver. Oui. Et donc, ça va permettre effectivement d'apporter des aides à la décision et sur le dimensionnement des flottes d'équipements qui sont mis à disposition des utilisateurs. Qui sont vos clients? Dans quel secteur vous êtes présent aujourd'hui? Alors, on a commencé un peu par hasard dans le métier de l'automobile. Oui. Mais c'est surprenant parce que l'automobile, la location, ils savent faire déjà. Alors, pas dans les points de vente, en l'occurrence, effectivement. Ce sont des spécialistes qui font de l'automobile, CX, Hertz, Europcar, on ne va pas tous les citer. Mais par contre, de la location sans en avoir l'air, ils s'en passent tous les jours dans les concessions automobiles, puisque tous les jours, ils louent des voitures, y compris gratuitement, dans le cadre des véhicules de courtoisie, des véhicules de démonstration ou des véhicules pour les assistances. Et en fait, tout ça n'était pas organisé. Et donc, ce qu'on amène, nous, grâce à notre technologie, c'est la possibilité, justement, sur un même parc, de pouvoir administrer l'ensemble des usages qui vont être faits. Et on les a débilantarisés, puisque c'est la problématique de fond aussi pour eux. Une voiture, ça peut valoir cher. Un parc de voitures, ça vaut encore plus cher. Et donc, on achète ces véhicules qui seront utilisés au quotidien pour de la location de tourisme. Et demain, vous pouvez déjà louer typiquement chez l'un de nos partenaires, Volvo. Oui, il y a une offre chez Volvo qui s'appelle Mobilité V+. Oui, exactement. Et donc c'est ça, c'est de la location en fait. C'est sur un seul et même parc qui nous appartient, qui est exploité par eux. Tous les usages vont pouvoir être concentrés, que ce soit pour de la courtoisie, de l'assistance, ou que ce soit pour l'utilisation pour un départ en week-end avec un plus gros véhicule. Et ça veut dire que donc, vous avez acheté un certain nombre de voitures. Comment vous définissez le nombre de véhicules nécessaires pour que ça ne vous coûte pas trop cher en immobilisation et que ça soit rentable? Nous, ce n'est pas un coût, ça fait partie de l'offre de service. On a une méthode très particulière qui nous permet de faire des programmes très smart pour les utilisateurs finaux. Et pour nos partenaires distributeurs, c'est qu'on fait tout grâce à mon associé Édouard Beaujour, qui est un docteur en finance. On travaille tout hors banque, c'est-à-dire qu'on fait tout par l'appel à la dette privée, qui est un système anglo-saxon de financement des activités très répandu dans les pays anglo-saxons, mais très peu utilisé en France. En France, de manière générique, tout est bancaire. Et donc, on finance autant qu'ils le souhaitent. On leur achète autant qu'ils le souhaitent d'équipements. Et ensuite, on va aller dimensionner les flottes d'équipements aux besoins. Alors ça, c'est la voiture, mais il y a d'autres produits d'usage, j'imagine que... Les produits d'usage sont en réalité, les usages sont multiples. On parlait du phénomène du bricolage. On arrive dans le printemps, tout le monde a besoin d'un taille-haie, d'un nettoyeur haute pression, etc. Mais il va aller l'acheter et ensuite le conserver pendant 9 mois dans son garage. Pour s'en resservir seulement dans un an. Exactement. Et aujourd'hui, la seule solution que trouvent les consommateurs pour répondre à ces besoins ponctuels, c'est quoi? C'est ou d'acheter, on voit bien les chiffres du marché, ou d'acheter de la seconde main, ou d'acheter des produits premier prix. Ce qui n'a qu'un impact sociétal, environnemental très faible. Bien sûr. Ce que l'on fait, nous, c'est que tous ces biens équipés de manière peu fréquente, on en multiplie les usagers, afin justement d'avoir une réponse écologique et une réponse économique auprès des utilisateurs qui soit de bonne qualité. Il y a eu une levée de fonds annoncée à l'automne 2024 de 225 millions d'euros. C'était quoi, il y a 8 mois. Quelle stratégie autour de cette levée de fonds importante quand même? Alors cette levée de fonds importante, elle sert aujourd'hui à justement nous permettre d'acheter jusqu'à 225 millions, enfin en réalité 275 millions d'euros de véhicules sur le marché français, donc à faire respirer en l'occurrence des entreprises qui souffrent un petit peu aujourd'hui de la disponibilité cash. Et donc ça nous sert à ceci. Et puis on a une poche qui est réservée pour toutes les nouvelles verticales, donc on lancera très prochainement des programmes sur les instruments de musique, sur le matériel de bricolage, ou encore sur la puériculture, puisque là encore, les biens que vous achetez ne sont pas voués à être utilisés de manière permanente et toute votre vie. Donc, et ben voilà, merci beaucoup Jérôme Bayver d'être venu nous présenter Nave et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat des jeux d'hiver écologiques. Est-ce que c'est possible ?
Les Jeux d'hiver 2030 se déroulent en France, dans les Alpes. C'est peut-être une bonne nouvelle économique. Est-ce forcément une bonne nouvelle écologique? Voilà le thème de notre débat avec Valérie Pommier. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente de Résilience Montagne. Et puis on est également en duplex avec Antoine Pin, le directeur de Protect Our Winters. Bienvenue à tous les deux. Peut-être en quelques mots, vous êtes déjà venus dans l'émission, mais je veux bien que vous nous présentiez Résilience Montagne. C'est une association qui traite du climat en montagne, de la dérive climatique en montagne, causes et conséquences, et quels sont les impacts, qu'est-ce que serait l'adaptation s'il y en a, et qu'est-ce qu'on fait de la montagne dans un contexte de réchauffement climatique. Ouais, est-ce qu'on continue d'être sur une logique de station, de sport d'hiver, de neige, de publicité avec une neige abondante, etc. etc. Voilà, où on en est dans ce contexte-là, sachant qu'on nous demande de nous adapter à plus 4. Qu'est-ce que la montagne à plus 4 degrés? Quand est-ce qu'on opère une transition si c'est déjà pas trop tard? Qu'est-ce que l'adaptation? Qu'est-ce que le risque en montagne, avec les exemples qu'on a maintenant en Suisse, par exemple? Oui, avec le glacier qui s'est voilà. effondré. Oui. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment les habitants peuvent s'emparer des sujets qui aujourd'hui sont clivants? Effectivement, ils sont clivants et particulièrement en montagne et notamment autour de ce projet de Jeux Olympiques. Antoine Pin, je veux bien que vous nous présentiez Protect Our Winters. Elle a été créée, je crois, en 2007 par un snowboarder qui s'appelle Jeremy Jones. Avec quelle mission ? Tout à fait, une association créée par un athlète professionnel aux États-Unis avec la mission première de témoigner ce que les personnes qui fréquentent beaucoup les milieux montagneux et outdoor en général au reste de la population, puisqu'on le sait maintenant, ce sont des territoires qui subissent le réchauffement climatique sous nos latitudes de plein fouet et qui peuvent exemplifier les impacts délétères qui peuvent en provenir. On a l'exemple de la Suisse dans ces derniers jours qui pourra parler, je pense, à tous vos spectateurs et spectatrices. Et la mission première de l'association, c'est donc de porter et d'amplifier la voix de cette communauté outdoor en faveur du vivant, du climat et de la justice sociale à travers des actions collectives dans le but d'amener des changements systémiques et culturels. On est à fond derrière la motivation individuelle, mais il nous paraît que les défis auxquels on fait face doivent être adressés de manière collective jusqu'au plus haut niveau de l'État. Oui, alors ça pose notamment la question de l'organisation de ces Jeux d'hiver 2030 dans les Alpes françaises. Vous dites mauvaise nouvelle, pourquoi, Valérie Pommier ? Parce que la population n'a pas été finalement informée rapidement. C'est un projet qui a été monté en quelques mois, alors que c'est un projet gigantesque. Le défi, c'est que le territoire fait 600 km. On est de Nice à Quasi-le-Léman. Toutes les études d'impact réalisées par Utopie sont plutôt alarmistes, où il y a aussi 3 notes de l'inspection générale des finances, qui n'est pas rien. En ces temps de disette, qu'est-ce qu'on fait de l'argent public? Et économiquement, l'IGF, l'inspection générale des finances, dit que de toute façon il y aura un trou dans la caisse de quasi 1 milliard, donc qui sera comblé par les deniers publics. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Qu'est-ce qu'on fait de la montagne? Alors la neige, c'est ce qui est visible. Peut-être qu'il y aura neige, peut-être qu'il n'y aura pas de neige. On va plutôt voir des temps où il y aura de moins en moins de neige. Est-ce qu'on fait voir au monde entier, en mondovision, qu'il y aurait peut-être une neige abondante, donc qui serait fabriquée? Qu'est-ce qu'on fait réellement des impacts? On doit réduire nos émissions. On sait que les émissions en montagne sont gigantesques par la mobilité. En 4 ans, on n'aura pas de train en haut des montagnes, malheureusement. Les passoires thermiques, qui sont le deuxième facteur émetteur, ne seront jamais rénovées. Oui, parce que c'est les immeubles qui ont été construits dans les années vieux immeubles. 60, il y a, 70. voilà, il y a plus de 3 millions de lits touristiques. On dit que 3/4 des 3 millions de lits touristiques sont des passoires thermiques. On devrait rénover, sauf que le neuf sera fabriqué à vendre. Et plus globalement, qu'est-ce qu'on fait de ces très grands événements dans un contexte de réchauffement climatique? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on continue d'organiser ces grands événements qui nous font rêver quand même? Souvenez-vous des Jeux olympiques et paralympiques de Paris cet été, qui a été un grand moment de réunion collective. C'est pas rien dans ce que ça représente comme ciment dans une société. Est-ce que des Jeux d'hiver éco-responsables, Antoine Pin, ça vous semble possible déjà, ou est-ce que c'est antinomique? Il faudrait déjà commencer par définir ce qui est éco-responsable et notamment en lien avec les besoins exprimés par les territoires eux-mêmes, puisque ces JO ont été promulgués par les organisateurs qui, on le rappelle, étaient des présidents de région dont le programme à l'élection ne faisait pas figurer ce projet-là. Les promoteurs du projet donc promulguent cette édition des JO comme étant l'alpha et l'oméga de la projection des montagnes vers l'avenir,
sans avoir pris le temps de solliciter les territoires eux-mêmes sur leurs propres besoins. Madame Pommier vient d'en exprimer quelques-uns. La décarbonation massive des transports, certes pour le tourisme, mais avant tout pour les habitants. On est inféodé à la voiture thermique individuelle en montagne, et je peux en témoigner de par ma vie au milieu d'un massif assez reculé. La question des rénovations, etc., tout ce qui a été abordé. Donc, premièrement, il faut pouvoir définir éco-responsable. À l'heure actuelle, les grands traités internationaux suivent plutôt la question de l'accord de Paris. Nous sommes, nous, mobilisés au sein d'un collectif pour essayer de partager des critères qui permettraient à l'organisation d'un événement comme celui-là de rentrer en conformité. On a pu les porter à l'Élysée, à Matignon, etc. Malheureusement, on accuse plutôt d'une fin de non-recevoir de la part des organisateurs. Juste pour bien comprendre, Antoine Pin, vous avez posé un certain nombre de conditions essentielles. Je crois qu'il y en a 17 à respecter pour prétendre organiser des Jeux d'hiver responsables. Vous dites pour l'instant fin de non-recevoir. Vous pouvez nous en citer peut-être une ou deux conditions qui vous semblent les plus importantes ? Bien sûr, en fait, ce n'est pas nous qui les dictons, mais plutôt l'analyse de ce que la science nous dit et ce que Mme Pommier partageait sur les impacts actuels en montagne. Ce que la science nous dit des émissions carbone et donc de leur interaction avec l'organisation d'un grand événement. Bien sûr, la question des transports et de l'accès en transport en commun au site des Jeux serait un facteur de réduction des émissions carbone, comme on a pu le voir par exemple pour les JO de Tokyo, qui ont un impact massif, mais qui ont pu baisser leur impact puisqu'ils se sont produits à huis clos. L'utilisation massive de l'avion pour faire venir des populations de partout dans le monde pour assister à des épreuves qui pourraient très bien se faire. Valérie en parlait en modovision, la rénovation, la gouvernance partagée, etc., une alimentation saine et locale. Encore une fois, l'idée, elle n'est pas de dire nous sanctionnons ces jeux s'ils respectent ces critères-là, mais plutôt les organisateurs et organisatrices ont utilisé un vocabulaire de sobriété, de durabilité et d'héritage positif. Il se trouve que ce vocabulaire a une concrétisation technique. Le seul moyen pour elles et pour eux de pouvoir atteindre leurs promesses serait de respecter ce langage technique. Et comme il a été mentionné, sur certains aspects cadrans, par exemple le transport, le délai entre le moment où on se parle et le déroulé des Jeux ne laisse pas la place à des solutions massives. Ça laisse pas la possibilité de trouver des solutions. Valérie Pommier, sur l'eau, par exemple, la gestion de l'eau, parce que ça c'est un enjeu majeur, pas seulement à l'occasion des Jeux Olympiques, d'une manière générale, pour le fonctionnement des stations, les canons à neige, le partage de l'eau avec les villages et les habitants. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, on a une loi, normalement, climat et résilience, qui est la loi, qui nous dit qu'on doit réduire nos prélèvements de 10%. Quand dans le... Alors, est-ce qu'on suit la loi ou pas ? Normalement, on est censé quand même suivre la loi. Quand on augmente les taux de couverture en neige artificielle en station, en village support de station, on puise plus d'eau dans les torrents pour les stocker dans les bassines d'altitude. Donc, on est hors la loi sur ces sujets, mais il semble que ce soit OK pour les personnes qui le font. Dernièrement, énormément de stations se sont fait prendre la main dans le sac jusqu'à assécher des torrents pour remplir leur bassine pour une course à Courchevel, par exemple. Alors, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas ? Quand une rivière est asséchée, on a des impacts sur un bassin versant qui est gigantesque, jusqu'à tuer toute la faune et la flore. Il y a des procédures en cours, parce que vous nous dites que la loi n'est pas respectée. Donc j'imagine que des associations comme la vôtre ou d'autres lancent des procédures. Oui, alors nous on alerte, et puis là l'OFB par exemple, le fameux OFB qui est police de l'environnement, constate et fait des recours. Français de la biodiversité. Voilà, sauf que quand l'OFB travaille bien, eh bien des présidents de région peuvent dire l'OFB on dissout par exemple, parce qu'elle fait juste bien son travail, c'est ça. Quand on fait un recours, c'est pas un recours militant, c'est un recours juridique parce que la loi n'est pas suivie, ou n'est pas respectée. Donc le Grand Bornand, la Clusaz, Courchevel, pour le moment ces stations-là sont prises la main dans le sac. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau en montagne quand la carte postale est verte et bleue et jolie, mais finalement truquée ? Parce qu'on peut être en montagne et être en restriction d'eau en juillet-août. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau en montagne quand les glaciers fondent tant qu'un jour on aura un problème d'accessibilité à l'eau potable, puisque les glaciers sont nos réservoirs d'eau douce. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau en montagne quand 7%, 10% de la population l'utilise pour des canons à neige, finalement, pour les 10% de skieurs ? Et moi je skie, j'adore. Mais que les agriculteurs en ont besoin aussi pour leur bétail ou pour fabriquer un fromage. Qu'est-ce qu'on fait quand on fabrique un programme immobilier très haut de gamme ? Alors on le vend avec des spas, des piscines, et surtout on doit le vendre ski au pied. Quand la neige ne tombe plus, on fabrique la neige. Donc vous nous dites que ces Jeux d'hiver 2030, ils vont finalement
nourrir une illusion, c'est ça, d'un modèle de fonctionnement de nos montagnes qui est dépassé? Alors, on aura toujours ces magnifiques valeurs olympiques et il n'est pas question de saccager les valeurs olympiques, elles sont là. Mais quand on nous dit que les JO 2030 seront réalisés sur 95% d'existants, moi je m'interroge, qu'est-ce que sont ces 95 existants, sachant qu'à 95% d'existants, sachant qu'on n'aura pas la neige, la glace pour le bobsleigh, va falloir la fabriquer, est-ce qu'elle va tenir? On va Là, ils parlent des déboiser, infrastructures quand ils disent qu'un infrastructures, il y aura des pistes de ski. Il y aura, mais ils ne vont pas construire de nouveaux bâtiments, c'est ça? Mais si, on a de gros bâtiments en construction à la Clusaz qui seront requalifiés en gymnase par la suite. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent public? Enfin, non, l'existant, là, actuellement, les aéroports, par exemple, l'aéroport de Lyon va subir une grosse transformation parce que malheureusement, les spectateurs viendront par avion et on ne peut pas déroger. Qu'est-ce qu'on fait de cet existant? Qu'est-ce qu'on fait des Jeux Olympiques? Qu'est-ce que l'existant quand la neige ne tombe plus? Oui, j'ai bien compris sujet. votre argument. Antoine Pain, on va terminer avec vous. Il nous reste 1 minute. Vous avez sondé les Français et les habitants des Alpes sur ces promesses environnementales. Ils sont aussi sceptiques que vous? Écoutez, nous, l'ambition qu'on a, c'est surtout de permettre aux personnes qui n'ont pas pu, qui auraient dû pouvoir s'exprimer, de le faire, de partager leur avis, de partager leurs questions, de partager leurs manquements. En effet, quand on pose la question aux gens à travers une enquête qu'on a menée auprès de plus de 1000 répondants, plus de 80% déclarent avoir une confiance moyenne à faible envers la promesse environnementale faite par les organisateurs eux-mêmes. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question de savoir s'ils sont pour ou contre. Les autorités ne leur ont même pas posé la question, mais sur la base des promesses faites par les organisateurs, ils nous révèlent un niveau de confiance très faible, un niveau de connaissance sur les chantiers très faible également, même quand ils habitent dans des sites qui sont considérés comme des futurs sites hôtes. Et en l'occurrence, on ne peut que comprendre ces considérations-là quand on voit les porteurs du projet. À l'origine, M. Wauquiez, qui n'est pas considéré comme un champion de l'environnement, de par notamment des déclarations sur la loi zéro artificialisation nette. Donc la question, elle est encore une fois de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir se servir de cette occasion-là pour ramener de la démocratie dans des territoires qui en mentent, qui ne sont qu'une cristallisation d'une situation qui, je crois, s'applique au territoire national, et on espère pouvoir contribuer à ça. Merci d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups avec Marine Pesco. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Ecolux, créée en 2024 avec Benoît de Monteclair. Avec quelle idée? Racontez-nous. Eh bien, écoutez, l'idée, elle est assez simple. En fait, c'est arrivé par les départements impact. Donc, en gros, vous savez, il y a eu des lois qui sont passées, la CSRD notamment, qui maintenant a été repoussée. Mais à l'époque, donc là, très récemment. Le bilan extra-financier. Exact. Donc, c'est ça. La CSRD, oui, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est en fait, c'est le nouveau-né de l'ancienne NFRD, qui était le Non-Financial Report. Et donc, ce reporting extra-financier, il est devenu demander aux entreprises des choses beaucoup plus complexes qu'au départ, à savoir maintenant, justement, piloter pas simplement la finance, mais aussi l'impact extra-financier, donc notamment le carbone, sur toutes leurs activités. Et en fait, en faisant ce constat-là, on s'est rendu compte, notamment sur notre secteur qui, nous, est l'hôtellerie-restauration, qui est un secteur qui a beaucoup souffert après le Covid, puisqu'il y a eu pas mal de manque de ressources. Et puis, c'est un secteur qui attire plus du tout aujourd'hui les profils. Et donc, par rapport à ça, les équipes opérationnelles, qui nous sont vraiment nos collaborateurs, sont des équipes qui se sont retrouvées avec des nouvelles lois, avec des nouvelles règles, et avec beaucoup de choses à faire, en étant beaucoup moins nombreux. D'accord. Et donc, le projet d'Ecolux est né de plusieurs années, ça fait plus de 5 ans qu'on travaille avec l'hôtellerie-restauration sur la partie notamment transformation durable. Il y avait une première entreprise que j'avais créée il y a 5 ans qui s'appelait Racing for the Oceans, qui a accompagné notamment la chaîne Best Western dans le premier hôtel zéro plastique, qui a fait pas mal de bruit d'ailleurs dans les médias à l'époque. Et en fait, fort de cette expérience-là, nous on connaît très bien les métiers de l'hôtellerie, et on s'est dit il faut mettre la technologie, qui est aussi notre expertise avec mon associé, au service des équipes opérationnelles qui globalement sont quasi encore dans les années 70-80 en termes d'outils. Mais alors, qu'est-ce que vous leur proposez? C'est un algorithme qui est basé sur la géolocalisation, c'est ça? Alors, globalement, la solution Ecolux, ce qu'elle vient faire, et ce qui se faisait à la main maintenant et très mal, ou en papier, c'est qu'on vient scanner l'intégralité des factures et des bons de livraison qu'un hôtel peut recevoir tous les jours.
Ok. On a commencé par s'attaquer aux frais, donc tout ce qui va être ce qu'on appelle F&B, Food and Beverage, donc alimentation, boisson, puisqu'aujourd'hui, pour l'hôtellerie-restauration, c'est le plus complexe à suivre. Les factures énergétiques, c'est OK, mais c'est vrai que la livraison de la tomate, de la carotte, de la viande, du poisson sont des données très difficiles à tracer. Et donc aujourd'hui, nous, on a un outil qui permet de scanner, et en fait, au-delà de scanner, donc ça leur permet déjà de digitaliser la donnée, qui aujourd'hui est globalement dans des classeurs, dans des archives. J'exagère à peine. Ouais. Et en fait, cette donnée-là, nous, on peut l'extraire ligne à ligne, ce qui n'existe aujourd'hui dans quasi aucun outil comptable et financier. Et donc, nous, ce qui nous permet d'extraire ligne à ligne, c'est qu'on va aussi piloter, grâce à l'IA, et sans IA, on n'existerait pas, justement, de piloter en fait, et de calculer automatiquement le score CO2 de chaque achat. D'accord. Et donc, on ajoute de la donnée extra-financière, puisque nous, on la demande, à savoir l'origine, si c'est de la pêche, est-ce que c'est une pêche responsable, etc., etc. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un pilotage à la fois financier et extra-financier. Ça de tous concerne ces achats. tout le secteur CHR, hôtellerie-restauration, pas seulement l'hôtellerie de luxe. Non, non, alors on n'est pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nos clients sont plutôt luxe, mais ça concerne toute l'hôtellerie-restauration. Après, c'est vrai que nous on a besoin d'avoir des gros volumes parce que sinon c'est pas très intéressant. On a une offre qui correspond aussi à des gros du marché. On peut s'attaquer à des plus petits acteurs, mais aujourd'hui il faut vraiment qu'il y ait du volume d'achat pour que ça soit assez intéressant. Ouais. Avec un premier client, premier partenariat, là, il y a signé il y a quelques mois, c'est ça? Exactement, la solution vient d'être lancée. Et donc, on s'est déployé en tout premier chez notre premier client il y a quelques mois, qui est le Meurice, à Paris, qui appartient au groupe Dorchester Collection. Et donc, pour le Meurice, qu'est-ce que ça va changer? Alors, pour le Meurice, en fait, ce que ça change, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui étaient dédiées à, en gros, copier-coller des données quotidiennement dans leurs outils. En fait, dès qu'il y avait une réception d'une marchandise ou un coût, il fallait justement renseigner cette donnée financière dans un outil comptable. Évidemment, ils ne le faisaient pas ligne à ligne, sauf que derrière, il y a le pôle achat et impact qui a besoin de savoir pour négocier ce qu'ils achètent en temps réel et ça à la permet ligne près. même de faire des choix moins impactants. Exactement, exactement. Et ça permet aussi d'avoir, nous aujourd'hui sur notre plateforme, ils ont une carte mondiale où ils peuvent voir justement toutes les origines de tous leurs achats et donc aussi arbitrer en fonction de ça. Donc ça leur permet, enfin nous aujourd'hui on a fait le calcul, ça permet, alors j'aime pas dire économiser 3 à 4 temps plein, mais ça permet en tout cas de faire travailler les gens sur des choses beaucoup plus à plus forte valeur ajoutée que juste faire du copier-coller. Merci beaucoup Marine Pesco et bon vent à Ecolux. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous et à très vite sur Be Smart for Change.